Jeunes messieurs, aujourd'hui, nous allons parler des guerres de la Révolution. Je vais vous raconter l'histoire du soldat Bricard. Il y a eu beaucoup de soldats comme le brave Bricard. Tous les jeunes Français ont fait leur devoir et, n'écoutant que leur courage, se sont massivement enrôlés pour servir la patrie. Je suis pas sûr que tout le monde sous la Révolution et l'Empire se soit montré aussi enthousiaste à l'idée de s'engager. Le discours du manuel de 1913 doit bien sûr être entendu dans son contexte. Alors que les tensions avec l'Allemagne s'exacerbent, on tente de préparer les esprits à la guerre à venir, guerre de revanche, sur la défaite de 1871 bien évidemment. Guerre qui fera, avec le service militaire obligatoire porté à 3 ans, de la plupart des jeunes Français des soldats. Guerre à laquelle ils doivent consentir alors que la démographie est favorable à l'Allemagne, plus peuplée, et que la France rechigne encore à faire participer des troupes coloniales à une campagne européenne. Je suis aussi généalogiste et on m'a demandé de reconstituer le parcours de soldats de la Grande Armée. Je me suis retrouvé à éplucher les registres de régiments sous le Premier Empire et j'ai été frappé par le nombre très important de déserteurs que j'y ai trouvés. L'idée de ce sujet est venue de là. L'élan populaire qui a suivi la déclaration de guerre à l'Autriche en 1792 a été réel. La guerre. Les premiers soldats sont des volontaires qui se sont engagés pour la durée de la campagne militaire de 1792. Mais dès janvier 1793 et la mort du roi, le contexte change. L'Europe monte une coalition contre la France qui doit se défendre sur toutes ses frontières, terrestres comme maritimes. Les effectifs de l'armée sont restreints à cause des pertes, des désertions et surtout du retour des volontaires de 1792 dans leur foyer. Sous la pression des sans-culottes, la Convention décide, le 23 février 1793, la levée en masse. 300 000 hommes sont désignés par tirage au sort parmi les célibataires ou veufs de 18 à 25 ans. Cette réquisition des hommes fait beaucoup de mécontents et sera l'une des raisons, mais pas la seule, qui va causer le soulèvement de la Vendée. Progressivement, l'idée de la nécessité d'un système de conscription s'impose. C'est la loi Jourdan de 1798 qui crée, en France, un service militaire obligatoire pour les célibataires de 20 à 25 ans. La première levée en 1798 est loin d'atteindre le résultat attendu. Sur 203 000 conscrits, 143 000 sont reconnus aptes au service, 97 000 partent réellement pour les casernes et 74 000 seulement arrivent dans leur régiment. Les communautés villageoises ne comprennent pas bien l'intérêt que présente le service militaire. La population croit encore que les jeunes gens ne sont mobilisés que pour des campagnes courtes, après lesquelles ils pourront regagner leur village et reprendre leurs travaux agricoles. Les contemporains insistent, eux, sur d'autres causes et accusent la propagande royaliste d'avoir encouragé le refus de la guerre. Le service militaire n'est pas encore vécu comme un rite de passage ou un honneur. Pour éviter autant que possible les désertions, la loi va donc évoluer au cours de la période et créer des conditions légales qui permettent d'échapper à la conscription. Elle va aussi mettre en place un cadre répressif à l'encontre des déserteurs. C'est ce que nous allons voir au cours de cet épisode. Commençons par expliquer rapidement le fonctionnement du recrutement en 1804. Il s'agit ici d'une synthèse d'un système qui évolue de 1798 à 1804 avec des ajouts successifs. À l'âge de 20 ans, chaque jeune homme reçoit une convocation au chef-lieu de son canton. Celui qui ne se présente pas est d'office inscrit sur la liste des candidats au départ. Le nom du jeune homme est inscrit sur la liste cantonale sous la surveillance du sous-préfet. Il faut garder son sang-froid, la moindre manifestation de mécontentement entraîne l'inscription immédiate sur la liste des partants pour l'armée. Puis vient le tirage au sort. Tous ceux présents, y compris ceux avec un motif d'exemption et les absents représentés, se voient attribuer un numéro. Un petit numéro et le départ est assuré. Un numéro de fin de liste permet de rester au foyer.
Une fois le tirage effectué, tous les arrangements sont encore possibles entre conscrits. Un mauvais numéro peut, contre pas mal d'argent, s'échanger contre un bon. À la liste principale s'ajoute la liste du dépôt, la réserve, destinée à remplacer les morts, les réformés, les réfractaires, les déserteurs de la classe levée. Ceux placés sur cette liste peuvent être appelés plus tard dans la journée, la semaine, le mois après le tirage au sort. Certains peuvent échapper à l'appel de leur classe, mais doivent se plier à d'autres appels rétroactifs. Immédiatement après le tirage, les conscrits sont appelés nominativement. C'est là qu'ils peuvent faire valoir leur droit à exemption, qu'il leur faudra réexpliquer devant le conseil de recrutement départemental. Le texte même de la loi fournit aux recrues plusieurs motifs pour échapper au service militaire. Premier cas de figure. Ceux qui anticipent l'appel peuvent choisir leur arme d'affectation. De nombreux conscrits choisissent ainsi la gendarmerie, moins exposée au début de l'Empire, puisqu'à la fin de l'Empire, elle fera le coup de feu en première ligne avec le reste de l'armée. Avoir un frère aîné qui sert déjà dans l'armée permet aussi, en fournissant une preuve de son engagement ou une lettre de ce frère comme preuve de vie, d'échapper au service. Pour nous aider à comprendre comment mieux échapper au service militaire sous l'Empire, nous allons demander l'aide de Jacques. Pour échapper au service militaire, il faut être petit ou malade. Ou petit et malade, c'est encore mieux. Scrofuleux, c'est bien. Sourd, bossu, unijambiste, c'est encore mieux. Plusieurs clauses de la loi permettent d'être exemptés légalement par le conseil de recrutement. D'abord, le défaut de taille. Dans les années 1790, les recrues doivent mesurer au moins 1,70 m. Les préfets, parfois, protestent contre les convocations des jeunes gens devant les conseils de révision, trop anticipées. Ainsi, le préfet de la Vendée explique au ministre en 1807 que de nombreux jeunes gens ne sont pas encore complètement développés quand ils se présentent à l'examen médical. La taille légale va être régulièrement abaissée, elle va passer ainsi à 1,62 m sous le consulat. Deuxième clause légale pour échapper au service militaire, l'incapacité physique. Le travail de la terre est rude à la fin du XVIIIe siècle. C'est sans surprise que dans les secteurs ruraux, on trouve le plus grand nombre d'exemptions pour incapacité physique. Allez, on fait la liste. Hernie, écrouelles, ulcères sont fréquents dans les régions agricoles. La diversité des mots admis comme base d'exemption donne un aperçu terrifiant de l'état de santé général de l'époque. Ainsi, en Lancette, à Vic-sur-Cère, dans le Cantal, sur 57 jeunes gens présentés au conseil de révision, seuls 3 sont déclarés bons pour le service. Tous les autres sont atteints de maladies graves, surdité, épilepsie, troubles respiratoires, tumeurs, difformités. Il y a même des cas qui sont extrêmement spectaculaires. Ainsi, en Lancette, le dénommé Laurent Chal déclare le plus sérieusement du monde au conseil de Bordeaux qu'une hache lui a fendu le testicule gauche. Après un examen intime, le conseil déclare que cette position du testicule doit faire éprouver des douleurs vives qui se propagent dans la région lombaire lorsque cette partie éprouve la plus légère pression, dès que le malade fait quelques exercices un peu pénibles ou qu'il se tient longtemps debout, que cette affectation ne présente pas de grands moyens curatifs à moins d'une opération qui serait très douloureuse et douteuse, que ce citoyen serait donc plus onéreux qu'utile à la République dans ses armées. D'un département à l'autre, les taux d'exemption pour raison de santé sont très variables. Dans le Puy-de-Dôme, 10% seulement des appelés sont dispensés, alors qu'ils sont 63% de dispensés dans l'heure. Pourquoi ces différences ? Les conseils de révision sont composés de villageois qui ont souvent des liens familiaux avec les jeunes gens qui se présentent. Les autorités locales se laissent facilement influencer ou corrompre. Certains conseils acceptent des pots de vin et favorisent leurs amis. Ainsi, le conseil de révision d'Aurillac accorde entre 7000 et 8000 exemptions entre 1806 et 1810. La plupart des jurés se laissent acheter pour 1000 francs chacun, et le préfet lui-même participe à cette corruption généralisée, ce qui l'obligera d'ailleurs à démissionner. Si tu es en bonne santé, tu peux aussi forcer la chance. Un bon coup de hache, tu coupes les doigts de la main, par accident, bien sûr, dommage, tu peux plus aller à l'armée. Certains conscrits vont même plus loin et n'hésitent pas à se mutiler volontairement.
Dès le directoire, ces mutilations sont signalées. Certains optent pour l'auto-amputation d'un doigt de la main droite, d'autres préfèrent se faire arracher les incisives de la mâchoire supérieure qui servent à déchirer la cartouche qui contient la poudre et la balle. Heureux sont ceux qui ont la chance de dépendre administrativement d'Amiens, parce que les médecins de l'hôpital d'Amiens ont la réputation d'être assez compréhensifs. D'autres, qui soignent délibérément leurs plaies avec de l'eau putréfiée, vont même parfois mourir de ces mutilations volontaires. Et sinon, pour échapper au service, il faut se marier avant l'appel de ta classe pour l'armée, mais attention, il faut aussi avoir des enfants depuis 1809. Avant, tu pouvais épouser une vieille, maintenant c'est un peu plus compliqué, Miladiou. Toutes les lois des années 1790 sur le recrutement exempte les jeunes gens mariés avant l'âge de 20 ans. Dès le début de la conscription, les gouvernements successifs assistent à un défilé de mariages ininterrompu au printemps, à la saison des recrutements. Ces mariages de jeunes conscrits avec des femmes beaucoup plus âgées qu'eux inquiètent les autorités. Les exemples sont nombreux, en particulier dans les zones rurales où les jeunes filles en âge d'être mariées sont assez rares. Pressés d'échapper au recrutement, les célibataires ne peuvent pas se permettre de faire les difficiles. Tiens, un exemple, dans le village de Maucourt, en Picardie, le registre d'état civil révèle que des garçons d'une vingtaine d'années épousent des femmes de 72, 74, 77 et même, record communal, 87 ans. À Largage, le fils du maire a épousé une femme de 55 ans. Son père ajoute qu'il ne voit rien de répréhensible dans cette union, car à 55 ans, dit-il, une femme n'est point encore une pièce de débris, elle est encore bien en état de gouverner une maison, elle peut se permettre encore plusieurs années de travail. Ce sera donc un mariage heureux. Paul Viard, dans son étude sur les abus dans le Nord, a trouvé le record toute catégorie. Un mariage entre un garçon de 18 ans et une veuve de 99 ans. Les lois révolutionnaires qui facilitent le divorce vont encourager ces unions, puisque ces mariages peuvent être dissous dès que la menace de la conscription s'éloigne. Ce sont donc des femmes attirées par l'aspect financier de l'opération qui se présentent régulièrement. Ainsi, dans le Calvados, les jeunes gens qui concluent ce genre de mariage sont souvent issus de familles aisées et vont souvent chercher leurs épouses provisoires à l'hospice du coin. Le préfet du Calvados en a laissé une description. Un jeune homme de Pont-l'Évêque, riche de 1500 francs de rente, a donné son nom à une misérable femme d'un âge très avancé, vivant d'aumône, et à qui il se contente de faire une très modique pension, dit-il. Certaines femmes sont même des épouses professionnelles pour les villageois menacés de mobilisation, qui se marient et divorcent à plusieurs reprises. Le marché du mariage devient une source de profit. Des agents matrimoniaux s'installent dans les cabarets et les auberges, à proximité des villes où se réunissent les conseils de révision. Pour empêcher ces mariages qui ne visent souvent qu'à éviter de partir sous les drapeaux, en 1809, on va aussi imposer que le marié soit également père de famille. Une exigence bien difficile à satisfaire quand l'épouse est trop âgée. Attention à ne pas crier victoire trop vite. Si le jeune marié redevient célibataire par veuvage ou divorce, la préfecture est tout à fait en droit de le rappeler à ses devoirs militaires. Exercer un métier indispensable à l'effort de guerre permet également, d'après la loi, d'échapper au service militaire. En mars 1793, la Convention exempte déjà les boulangers, les charretiers, les convoyeurs, qui peuvent prouver qu'ils fournissent les armées. Le mois suivant, ce privilège sera étendu à tous ceux qui fabriquent des armes et travaillent dans les forges et les mines. En 1794, la crainte de la famine est tellement importante que les paysans sont à leur tour exemptés du service. Dès 1795, le gouvernement décrète que les exemptions seront limitées aux paysans et aux artisans spécialisés si la production de vivres exige un surcroît d'efforts. Certains groupes religieux, comme les anabaptistes, sont objecteurs de conscience et bénéficient aussi d'un droit d'exemption. Mais ce qui exaspère le plus, ce sont les dispenses accordées régulièrement aux employés municipaux et départementaux. Rien ne les justifie au regard de la loi, mais par crainte de se retrouver à court de jeunes gens instruits pour leur fonctionnement, de nombreuses communes protègent les jeunes gens de leurs conseils.
Ecclésiastiques, élèves des écoles nationales sont aussi exemptés du service militaire. Si t'es marin, c'est encore mieux. On t'inscrit sur les registres maritimes et tu échappes à l'armée de terre. Être inscrit sur les registres des gens de mer protège aussi du service militaire dans l'armée de terre. Les habitants des littoraux, jugés aptes à servir dans la marine, sont exemptés du tirage au sort. La loi dite sur les classes des gens de mer, votée en janvier 1791, limite le service naval aux régions côtières et de navigation fluviale. Pêcheurs, bateliers, passeurs, cordiers, voiliers, tonneliers, charpentiers, dès qu'un individu est classé, il ne peut être affecté que dans la marine. Il est toutefois précisé que les candidats au service naval doivent être capables de passer un examen d'aptitude dans leur métier. Ce classement naval est l'objet de vives critiques. D'abord, parce qu'il n'améliore pas la qualité de la marine, puisqu'il englobe des ouvriers qui n'ont jamais foutu les pieds sur un bateau. Ensuite, parce que les marins sont, surtout sous l'Empire, beaucoup plus rarement mis à contribution que l'armée de terre. Disons qu'après Trafalgar, on s'est un peu calmé côté marine. Enfin, parce que les capitaines de navires marchands engagent les marins les plus expérimentés et qu'il ne reste plus suffisamment de marins compétents pour la marine de guerre. Pour compléter leur recrutement, les bureaux maritimes enfreignent le règlement et classent alors dans la marine des hommes qui n'entrent pas dans la catégorie des classés et qui auraient dû être réquisitionnés pour l'armée. Théoriquement, tous les candidats au classement maritime doivent prouver qu'ils ont effectué 2 longs voyages en mer ou 2 saisons de pêche. Un exemple de ces abus pour comprendre comment ils fonctionnent. Sur les rôles maritimes de l'Orient, on trouve un certain Pierre-François Loton qui a fait ses études au Collège de Vendôme, puis à la faculté de droit de Rennes. Il n'est très probablement jamais monté sur un bateau, et il est permis de supposer qu'il a obtenu son examen d'aptitude par des moyens frauduleux. Hypothèse plausible, car son jeune frère se fait attraper pour avoir fourni un faux certificat attestant de son classement dans la flotte. Hypothèse qui devient une certitude quand l'enquête révèle que le père des 2 jeunes gens occupe un poste de commis de marine à Lorient et a donc tout à fait l'attitude pour fournir des faux documents à ses 2 fils. Et si tu as de l'argent, tu peux aussi acheter un remplaçant. C'est lui qui y va, toi, tu restes chez toi. Mais attention à pas prendre n'importe qui, hein. Si c'est déjà un soldat, et ça marche pas, tu perds ton argent. Dernier moyen légal d'échapper au service, acheter un remplaçant. La loi Jourdan ne mentionne pas le droit d'acheter un remplaçant. Cette lacune ne va pas durer. Quelques mois plus tard, le gouvernement autorise les familles aisées à payer un remplaçant. La loi de Fructidor en 13 dit que le suppléant doit appartenir à la localité du remplacé, prouver son aptitude physique et être porteur d'un congé absolu garantissant qu'il est dégagé de toute obligation militaire, ce qui permet d'exclure la possibilité d'avoir des individus déjà enrôlés dans l'armée. On établit un contrat entre les 2 parties qui sont obligés d'établir un acte devant notaire sous la supervision du magistrat local. Le prix du remplacement est fixé par le marché. Il représente, d'après Jean Vidalinck, l'équivalent de 2 à 10 ans de revenus pour un paysan pauvre ou un ouvrier agricole. Le remplacement est une pratique intégrée et répandue dans les villes et les villages prospères. Dans les communes pauvres et les régions reculées de montagne, les possibilités de se faire remplacer sont rares et la désertion semble souvent le seul moyen possible pour échapper à l'armée. Qui sont les remplaçants ? Dans les régions où leurs occupations sont connues, on constate qu'ils viennent de tous les corps de métier. Dans les Vosges, en 1813, sur 109 remplaçants inscrits sur les contrats notariaux, 35 sont des manœuvres, 19 des cultivateurs, 6 des vignerons. Les autres viennent de professions artisanales. Tailleurs, bottiers, scieurs, maçons, forgerons, tisserands, serruriers, horlogers et même 2 luthiers. Les instructions d'origine, qui demandent une origine locale des remplaçants, vont être peu à peu abandonnées. Entre octobre 1813 et mars 1814, sur les 82 remplaçants fournis par le district d'Aurillac, 35 sont étrangers au Cantal. Après, tu peux aussi te cacher dans la forêt quand on viendra te chercher. Les gendarmes, ils te connaissent pas et au village, on sera bien content d'avoir une paire de bras en plus pour les champs. Mais attention, hein, si tu es repris, tu iras directement au régiment de l'île de Ré. Et là, ça rigole pas, hein. Les insoumis ou réfractaires n'ont jamais été soldats. Ils ne répondent pas à l'appel, ne participent pas au tirage au sort
ou bien prennent le maquis quand ils ont tiré un mauvais numéro. Enfants du pays, les insoumis ne présentent pas une menace pour leur village qui les protège, les avertit de l'approche des gendarmes, les ravitaille dans la clandestinité et les héberge quand le danger est passé. Le village y trouve son compte, il conserve ainsi des jeunes gens actifs, utiles à l'économie locale. Dans beaucoup de villages, les autorités versent une prime aux conscrits pour qu'ils puissent s'équiper avant leur départ pour l'armée. Beaucoup vont donc empocher la prime et disparaissent avec, sans partir pour leur régiment. Ainsi, dans la Drôme, en Lancette, les garçons reçoivent 35 francs pour s'acheter des vêtements. À Val-Drôme, seuls 9 recrues sur 18 vont finalement revêtir l'uniforme. Ce sont donc les autorités locales qui créent un problème d'insoumission en exposant leurs jeunes à une tentation à laquelle il est souvent difficile d'échapper. Le dépistage des fugitifs est souvent voué à l'échec en raison de l'insuffisance des informations fournies par la préfecture et la gendarmerie. Parmi les réfractaires sur les listes, plusieurs sont morts, d'autres ont été affectés à d'autres emplois, quelques-uns ont été classés dans la catégorie des gens de mer. Tiens, un exemple, Jean Coche de Codéran, inscrit sur la liste des réfractaires, sert en réalité dans l'artillerie navale sous un autre nom, celui de Jean Cazot. Les réfractaires arrêtés sont conduits dans un des dépôts mis en place à cette intention. Condamnés à 5 ans de travaux forcés, astreints à travailler boulés aux pieds sur des chantiers des ponts et chaussées ou de construction navale, les réfractaires arrêtés sont souvent incorporés dans ces dépôts disciplinaires qui sont situés le plus souvent dans des îles. Ils y subissent une rude discipline et un endoctrinement intensif avant d'être envoyés, dressés aux unités opérationnelles. Sinon tu peux déserter, mais attention, il vaut mieux déserter près de chez toi qu'en Espagne, parce que entre les Espagnols, les Portugais, les Anglais qui veulent ta peau, tu t'en sortirais pas. Si les réfractaires agissent souvent seuls, les désertions, quant à elles, ont souvent lieu en groupe. Elles sont encouragées par la difficulté qu'éprouvent les autorités à récupérer les déserteurs. Les désertions en route sont courantes parce qu'il est très facile de s'évader. Pendant toute la décennie révolutionnaire, les conscrits sont censés rejoindre leurs unités par leurs propres moyens et voyagent parfois plusieurs semaines sans surveillance. Ils ont une feuille de route qui indique l'itinéraire qu'ils doivent suivre et les villes-étapes où ils peuvent s'arrêter. En théorie, ces feuilles sont délivrées uniquement par les commissaires des guerres. En pratique, les conseils municipaux les distribuent généreusement. Des hommes déambulent donc partout dans la campagne munis de papiers plus ou moins valables à cause de l'imprécision des localisations portées sur ces feuilles qui ne mentionnent même pas parfois le nom de la ville où l'unité à rejoindre est stationnée. Ces feuilles de route deviennent donc de véritables passeports pour la désertion dont les recrues savent tirer parti. Leur argent rapidement dépensé, les déserteurs se retrouvent réduits à la mendicité ou à la délinquance pour survivre. Ils errent de village en village et constituent souvent une menace pour la population parce qu'ils sont presque tous armés du fusil qui leur a été distribué. Ils deviennent à leur tour des cibles et sont aussi victimes de brigandage. Certains deviennent contrebandiers, bénéficient de l'aide des bergers ou encore des passeurs pour franchir les cols et les fleuves. Dans certaines régions de montagne, les déserteurs forment de véritables maquis. En 1810, on dénombre 165 000 déserteurs et réfractaires. À partir de 1814, avec la guerre sur le sol français, la désertion devient un problème endémique. Que risquent les déserteurs ? C'est le Conseil spécial de guerre qui doit statuer sur leur sort. Selon la gravité du cas, ce Conseil de guerre peut condamner le déserteur à plusieurs peines. D'abord, les travaux forcés, pour une durée de 3 ans, qui peut être prolongée en cas de circonstances aggravantes. Désertion en groupe, avec armes et ou bagages. Dans ces derniers cas, la durée des travaux forcés est portée à 7 ans. Deuxième peine prononcée, les peines de boulet, c'est-à-dire l'obligation d'effectuer les travaux forcés avec un boulet de fer de 8 livres, attaché à la cheville par une chaîne de 8 pieds de long. Une peine qui dure 5 ans pour les remplaçants qui désertent, 10 ans pour les récidivistes, et 2 ans peuvent être rajoutés pour chaque circonstance aggravante. Désertion à l'étranger, plus 2 ans. Après une amnistie, plus 2 ans, etc. Troisième peine prévue par le code militaire, la mort, réservée aux cas de désertion les plus graves. Selon le guide des juges militaires de 1811, 9 cas de figure de désertion doivent être punis de mort.
Désertion à l'ennemi, désertion à l'étranger, avec organisation d'un complot en faction avec arme à feu, avec une arme blanche d'un camarade, avec une unité étrangère, après une amnistie ou après avoir obtenu un pardon. Les condamnations peuvent être prononcées par contumace, en l'absence de l'accusé, ou après un procès auquel il assiste. En réalité, la justice militaire est souvent plus clémente que les autorités ne veulent le faire croire. Plusieurs lois d'amnistie vont être promulguées en 1799, 1802, 1804, 1807, 1810 sous l'Empire, mais aussi en 1814 et 1816 par ordre de Louis XVIII. Cette politique qui, tantôt condamne les déserteurs à de longues années de travaux forcés, tantôt les amnisties, provoque des remous et décontenance beaucoup la population. Les repris sont placés dans des dépôts disciplinaires, puis, à partir de 1811, dans des unités proches de l'univers carcéral, aux conditions de vie difficiles. Créés en 1804, ces dépôts sont transformés en régiments en 1811, qui prennent le nom des îles sur lesquelles ils sont stationnés. Walcheren, Belle-Île, Ré, ainsi que 2 régiments en Méditerranée, à Hyères et à Lérins. Fais attention aux informateurs. Dans les aubergistes, ils sont souvent de mèche avec les cognes. Quelles sont les politiques de lutte contre la désertion sous l'Empire ? D'abord, l'obligation du port et de la présentation de papiers d'identité permet aux autorités d'obtenir des renseignements sur l'âge, le domicile, la situation militaire des jeunes gens interpellés par les gendarmes. La police, en particulier sous l'Empire, s'appuie sur un réseau d'informateurs pour débusquer les déserteurs. Prostituées, aubergistes sont souvent sollicités. Ces derniers, s'ils ne collaborent pas, peuvent perdre la patente qui les autorise à exercer leur métier. Après le consulat, certains curés vont coopérer avec les autorités en fournissant des renseignements sur leurs paroissiens, parfois encouragés par leurs évêques, comme c'est le cas à Saint-Flour en 1803. L'évêque écrit aux curés que le service militaire est un devoir civique qu'ils doivent exhorter les familles à accepter. L'évêque de Mende fait refuser les sacrements aux familles des réfractaires. La gendarmerie nationale, créée en 1790, qui succède à la maréchaussée, est chargée de traquer les déserteurs. Le nombre de gendarmes augmente sous l'Empire, mais le nombre de missions dont ils sont chargés aussi, et la faiblesse de leur effectif ne permet pas d'y faire face. Il n'y a ainsi, pour tout le département du Cantal en 1800, que 40 gendarmes, malgré le relief. De plus, ils peuvent être appelés à participer à l'effort de guerre et dans ce cas, il n'y a plus de gendarmes dans la région pour un bon moment. Mal ravitaillés, mal payés, les gendarmes manquent parfois même de chevaux pour leur mission. Anciens soldats, ils sont souvent dans un état physique peu compatible avec leurs fonctions. D'autres forces sont mises à contribution dans la chasse aux déserteurs. Douaniers, gardes champêtres, gardes forestiers sont aussi mobilisés pour les traquer. Après, le plus dur, c'est quand on envoie les garnisseurs ou les colonnes mobiles. Là, ça rigole pas, Miladiou. Il faut une battue, ils ramènent tout ce qui vit dans les bois, déserteurs, insoumis et même les sangliers. Hein. Mais bon, dès que la guerre reprend, ça se calme. Les préfets envoient dans la famille des déserteurs des soldats en garnison. Ils sont appelés garnisaires et utilisés pour faire pression sur les réfractaires en punissant leurs parents. Cette tactique est employée dès 1799 dans les villages où le recrutement est difficile, mais ne sera légalisée qu'en 1808. Quel en est le principe ? Des troupes de garnison sont envoyées dans la famille du déserteur qui doit les loger et les nourrir. Une pratique qui devient courante à la fin de l'Empire. En 1811, quand plus d'un conscrit sur 8 n'est pas arrivé sous les drapeaux dans une commune, les préfets imposent implacablement des garnisaires aux familles des réfractaires. Dans les communes pauvres, cette pratique ruine la communauté qui est mise à contribution pour payer les frais de garnison. Quand la famille du déserteur est trop pauvre, les garnisaires sont logés à l'auberge aux frais de la communauté. Dans les régions où les frais de garnison sont imposés aux propriétaires les plus fortunés, l'intention du gouvernement est surtout de dresser les fermiers riches contre les pauvres et ainsi de provoquer de nouvelles dénonciations. Comme les gardes nationaux dans les années 1790 refusent souvent de se mobiliser contre les insoumis, les autorités finissent par comprendre qu'une police ne peut être efficace que dans un territoire où elle n'a aucune attache personnelle. Naît ainsi l'idée des colonnes mobiles. Elles commencent à être utilisées en 1799 avec peu de succès, car les gardes nationaux locaux qui les composent se montrent très peu efficaces. Dans les dernières années de l'Empire, de grandes opérations de colonnes mobiles sont lancées. Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne ?
Eh bien, dans les moments de paix, les troupes impériales sont utilisées pour traquer et débusquer les insoumis et les déserteurs en organisant de gigantesques battues. En 1810-1811, ces colonnes mobiles parcourent ainsi 99 départements de France et des pays réunis, et à leur démantèlement en 1812, elles auront permis l'arrestation de 63 000 déserteurs et réfractaires. En 1814, Louis XVIII abolit totalement la conscription. Dès le 12 mai 1815, il se dote de troupes de confiance appelées Maison militaire du roi, composées de nobles et de régiments suisses, et s'empresse de dissoudre une grande partie de l'armée impériale. Les 3/5 des soldats sont renvoyés dans leur foyer. L'armée de la Restauration entend assurer son recrutement par les seuls engagements volontaires. Mais les volontaires sont tellement nombreux que 3 ans plus tard, le pouvoir aura recours à nouveau à l'enrôlement forcé.